Bonjour, ici Monique Evangépé, ancienne athlète française du 100 mètres haies. Bienvenue sur Athlètes Mondiaux, le podcast de tous les athlètes. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Monique Evangépé, ancienne co-détentrice du record de France du 100 mètres haies en 12,56. Monique a établi ce record en juin 90 et Cindy Bio l'a égalé en 2014. Sirena Samba Mayela l'a ensuite battue cette année. En 90, l'année de son record de France, Monique a également été sacrée championne d'Europe à Split. Dans cet épisode, Monique revient sur sa réaction au nouveau record de France de Sirena Samba Mayela et elle nous parle bien sûr de sa carrière à elle, des raisons qui l'ont poussée à se spécialiser sur 100 mètres haies après avoir commencé par les épreuves combinées, à la décision des années plus tard d'arrêter l'athlète. Elle nous parle également de ses changements d'entraîneur, des moments plus ou moins insolites de sa carrière et bien sûr de son record de France. Pour info, nous avons enregistré cet épisode le 24 juin 2024. Bonne écoute! Salut Monique, bienvenue sur le podcast. Ravie Mathilde, je suis très heureuse. Je sais que tu écoutes le podcast, donc merci. Et c'est cool d'avoir comme invité quelqu'un qui écoute le podcast, qui peut-être en écoutant se dit parfois « Ah là, j'aurais bien aimé dire ça » ou parce que tu as ton expérience à toi aussi. Alors il y a mon expérience, mais il y a surtout, et je tiens à te le dire, j'avais décroché de l'athlétisme. Alors oui, depuis des années, si je tombe sur des championnats d'Europe, du monde ou des Jeux Olympiques, je vais regarder. Mais je ne suivais pas l'athlétisme et depuis un an et demi, je le suis grâce d'abord au podcast. C'est cool. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Oui, je sais que dans les gens qui écoutent, j'ai des jeunes athlètes, j'ai des athlètes en activité, j'ai des anciens athlètes, j'ai des coachs, j'ai des familles d'athlètes. C'est assez varié, mais c'est cool que ça puisse toucher un public aussi divers. Alors, t'as arrêté ta carrière, toi, mais malgré tout, ton nom a été cité dans les médias plusieurs fois récemment parce que t'as perdu le record de France que tu détenais depuis 1990, c'est ça? Oui, j'ai toujours mal rangé mes affaires. Sinon, j'adore le « t'as perdu ton record de France ». Oui, voilà, c'est ça. Et il était temps qu'il tombe, ce record, plutôt que je le perde. Parce que j'ai rien Oui. perdu du tout. Oui. Je ne ressens pas avoir perdu quoi que ce soit. Il a changé de main, c'est tout, et c'est tant mieux. J'avais trouvé ta réaction très classe. On sentait pas du tout d'amertume. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais de l'amertume. Que je sois déçue de ne jamais avoir été championne du monde ou championne olympique, oui, enfin déçue. Que j'ai éprouvé des regrets dans le temps. Aujourd'hui, c'est bon, c'est passé avec toutes les années. Mais avoir des regrets parce qu'on bat mon record, j'ai pas battu un record pour qu'il reste accroché jusqu'à la fin des temps. Il y a mon chat qui s'étouffe, c'est ça le bruit. Chat asthmatique. Pardon. Donc oui, non, il y avait aucune raison d'être déçue et j'ai eu des messages justement, que ce soit des gens qui me connaissent bien ou des gens qui me connaissent pas du tout, qui m'ont dit alors, pas trop triste, mais comment dire, pas du tout. Et c'est aussi bon signe pour ta discipline. C'est super bon signe pour ma discipline, c'est super pour Sirena. Le 100 mètres haies, je regarde ça. Le 100 mètres haies, le 110 mètres haies. Il y a des super jolies choses qui se passent en ce moment dans l'athlétisme français et je m'en réjouis, c'est pas facile à dire. Vraiment. Donc ça veut dire que à chaque saison qui se terminait, tu te disais pas super, le record a tenu encore une saison de plus. Pardon. Non, pas du tout, non. Déjà, je pense que je ne visualisais pas quand se terminait la saison d'athlétisme. Non, j'ai pas compté les années. Ok. J'ai ri l'année dernière parce que j'avais parié moi-même qu'il tomberait cette année-là, tout simplement parce que ça faisait 33 ans et que je disais, bon, ben, il y a des grandes personnes qui sont tombées apparemment à cet âge-là, donc il est temps. Mais non, ça a pris un an de plus. Donc pas 33. Mais en fait, si, c'était 33 et quelques. C'était pas encore 34. Ouais. Tu le co-détenais avec Cindy Bio, qui l'avait égalé. Est-ce qu'il y avait d'autres filles au fil des années qui t'avaient semblé capables de battre ton record? Non, je ne crois pas. Enfin, il y a Patricia Girard s'en était approchée, mais au niveau de la régularité, il était le quasi évident. C'est bien gentil en sport, le évident, ouais. Mais il y en a pas de l'évidence en la matière, surtout quand il y a 10 obstacles. Mais les 2 ou 3 dernières années de Sirena et puis son démarrage de saison, c'était juste comme elle dit pas dans le flow, elle dit
le plan. C'était dans le plan. Et enfin, c'était assez... Il n'y a pas besoin d'avoir des talents de médium pour tomber des nues. Et 12-31, si, elle m'a quand même... 12-31, j'avais tablé 12-38, moi, pour la finale des championnats d'Europe. Donc, elle m'a grillé sur mes pronostics. Ouais, c'est vraiment super costaud, 12-31. Absolument. Donc, en écoutant ce que tu viens de dire, je me dis que tu t'identifies pas comme, ou tu t'identifiais pas comme la recordwoman de France. Le fait que Serena ait battu le record, ça te fait pas changer d'identité, ça change pas la façon dont tu te vois. Non. Alors, ce qui est rigolo, c'est que par contre, ça m'a fait réaliser. Ça m'a fait réaliser à quel point c'était bien ce que j'avais fait. Oui. Il a fallu qu'elle batte mon record pour que je me dise, punaise, quand même, 34 ans, c'est balèze. Mais c'est au vu des réactions des gens. Parce qu'il y a 34 ans, lorsque j'ai fait 12,56 au meeting de Lille, d'abord, c'était une surprise dans la saison. C'était un peu tôt dans la saison. Et l'objectif de cette année-là, c'était les championnats d'Europe. Donc, je me suis pas accrochée à ce record comme un pot de Nutella. Ça, c'est l'anecdote par rapport au record éventuellement que je raconterai. Mais voilà, à l'époque, j'ai fait 12,56 comme j'avais fait 12,65 l'année d'avant, puisque je l'avais battu une première fois. À l'époque, il était de 12,69, il me semble, en 89. Alors si, je suppose que des recordman du monde ont envie de le rester. Et encore, ils savent que comme quelqu'un d'autre, ils l'ont battu avant, quelqu'un le battra un jour ou l'autre ensuite. Et ça peut être difficile quand, pendant des années, on a été perçu comme la personne qui détenait tel record, du jour au lendemain de ne plus l'être. Pas du tout, parce que dans ma vie de tous les jours, je croise pas toutes les 5 minutes quelqu'un qui me perçoit comme étant celle qui a le record de France depuis plus de 30 ans. C'est quelque chose que j'utilise dans la communication de mon travail depuis peu parce qu'on m'engueule. Parce qu'autour de moi, on me dit, mais pourquoi tu utilises pas ce truc? Et moi, je ne vois pas le rapport. Oui. Donc, non, c'est pas mon titre. C'est pas mon titre et c'est pas mon identité. Alors là, c'est quelque chose que j'ai fait. C'était vachement bien. Et ça, je l'ai pris vraiment en pleine poire il y a quelques semaines. Mais voilà, quoi. C'est tout. Et c'est vrai que ton coach, il croyait pas au record quand tu l'as fait? Oui, Jacques Piacenta, donc c'était en juin, je sais plus. Oui, c'est à peu près, on doit être pas loin de l'anniversaire de ce record, je pense. Et alors déjà pour la petite histoire, pour faire très vite, j'ai parlé d'une marque de pâte à tartiner que je n'aurais pas dû citer, qui était une vraie plaie en ce qui me concerne et qui était une maladie à l'époque. C'était de l'ordre du pot de 450 ou 750 grammes par jour. Oui, madame. Tous les jours? Presque tous les jours. Et donc, Jacques Piacenta, qui essayait de me faire revenir à une alimentation un peu plus saine, sans être nutritionniste, c'était pas difficile. On avait fait un pari, il fallait que je tienne un mois sans manger de Nutella et je sais pas si j'ai tenu 10 jours, mais toujours est-il que ce matin-là, alors que la veille, j'avais tenté de faire un régime riz, c'est-à-dire manger du riz blanc, comme ma sœur faisait pour perdre du poids avant une compétition et faire des sucres lents. Donc moi déjà, le riz blanc, c'était du riz cantonné. Et j'avais fait matin, midi et soir riz cantonné. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillée avec une seule envie, le jour de la course, c'était de Nutella. Et je suis descendue à la supérette du coin. J'ai acheté mon pot. Je crois que c'était 750. J'ai bouffé mon pot. L'après-midi, je suis allée à Lille, j'ai battu mon record de France. Pia disait c'est pas possible à cette époque de l'année, ils sont trompés sur la vitesse du vent, la piste était trop courte, machin. Bon, j'étais très vexée parce qu'il avait l'air de croire que c'était pas possible et je me suis dit bon, je vais pas lui parler du pot de Nutella parce que ça m'en rajoutait une couche. Donc voilà, le jour du record de France, j'avais fait une petite crise de chocolat. Et c'est quelque chose que tu as réussi à régler, si ça avait besoin d'être réglé, au fil de ta carrière ou jusqu'à la fin? Tu avais ce besoin de manger du Nutella? C'est le problème de ma vie. Aujourd'hui, je maîtrise un peu plus le truc, mais j'ai encore quand je n'en mange pas autant, pas tous les jours, etc., je tiens aujourd'hui à mon foie. Mais quand j'ai une crise, c'est le pot, quoi. C'est que le Nutella? Oui, et j'ai essayé toutes les autres pâtes à tartiner, les allégées, les pas allégées, les bio, bien sûr, parce que je sais que c'est... voilà, je connais tout l'historique du Nutella. D'ailleurs, c'est le truc qui fait que j'arrive à me freiner par rapport à l'huile de palme et la façon dont c'est récolté. Mais si j'ai une craquante, c'est pas pour une cuillère ou deux. Jamais. Et t'es pas obligé de répondre si tu veux pas, mais t'as creusé le sujet avec un psy ou quelque chose comme ça, de savoir pourquoi Parce qu'on a l'impression en t'écoutant que tu perds un peu le contrôle, en tout cas à l'époque, pendant ta carrière, parce que pour manger le pot complet, il y a quand même une question de perte de contrôle. C'est quelque chose que t'as creusé avec un pro?
Alors, non, je l'ai pas creusé parce que là où tu parles de perdre le contrôle, moi, je dirais que je laissais aller. Ok. Et pour moi, c'est pas la même chose. J'avais des problèmes au niveau du sucre. Je pourrais avoir un profil de diabétique, ce qui n'est pas le cas. Donc, je montais très rapidement en sucre et je chutais très vite en sucre. Donc, au quotidien, on avait fini par s'en rendre compte parce qu'au début de ma carrière, je faisais des crises d'hypoglycémie très fréquentes. Et évidemment, le chocolat était la réponse rapide parce que je prenais pas un morceau de sucre, etc. Donc le chocolat a été une réponse, mais le truc était installé bien avant que je sois forte en athlétisme. Mes sœurs n'ont pas su au début que ma mère achetait du Nutella. Parce que tu passais avant. Voilà. Et pour moi, il n'y avait pas à essayer d'analyser un truc qui, pour moi, n'était absolument pas un problème. Aujourd'hui, c'est pour moi un problème au niveau éthique, au niveau environnemental, etc. Mais quand j'en ai vraiment envie, j'en prends, mais je ne suis pas comme ça avec le reste des aliments. Donc, j'ai juste une addiction profonde à ce truc-là. Et depuis mes 12 ans. Ok. C'est bizarre, hein. Alors, tu sais, si tu écoutes le podcast, que ta sœur Maryse, je l'ai interviewée il y a quelques semaines. Et je pense que vous avez en commun toutes les deux d'avoir commencé par les combinés. Oui, c'est ça, oui. Tu peux nous parler un peu de ce qui a fait que tu as décidé de te spécialiser et pas de continuer les combinés? Alors, ce qui a fait que j'ai choisi, c'est après les championnats d'Europe junior. Donc, j'ai gagné le 100 mètres haies, j'ai battu le record d'Europe junior et j'ai fait également l'heptathlon où j'ai terminé 4e. Et j'ai demandé à mon entraîneur son avis, Dominique Bio à l'époque. Et son avis, c'était tu peux marcher dans les deux, mais il y en a un où tu vas t'entraîner 2 fois par jour à terme. Et alors, c'est pas parce que j'étais flemmasse, c'est que j'ai choisi le 100 mètres haies parce que j'avais vraiment besoin de garder ça comme un plaisir. Et je me suis donc dirigée vers le 100 mètres haies parce qu'il était hors de question que je ne fasse que de l'athlétisme. Mais par contre, faire une seule discipline, c'était pas difficile après avoir fait des combinés, après avoir touché à tout, après avoir connu la variété de l'entraînement pour les combinés. Même si évidemment l'entraînement du 100 haies, c'est pas juste tous les jours qu'on fait un 100 haies, évidemment que c'est varié aussi, mais c'est moins varié que pour les combinés. Ça t'a pas manqué cette variété, cette diversité? Non, ça ne m'a pas manqué parce que ce soit Domi. Alors en fait, mon entraîneur Domi a arrêté assez rapidement. Après ça, il a eu des soucis personnels et après un passage de quelques mois, à peine 2-3 mois avec Fernand Hurtebise qui ne me convenait pas du tout personnellement puisqu'il y avait 2 entraînements par jour et que je ne faisais pas encore de musculation et j'avais musculation tous les jours du jour au lendemain. Donc ça ne m'a pas convenu et là ensuite je suis allée m'entraîner avec Pia et Jacques Piacenza c'était moi je l'appelais Géo Trouve-Tout quoi. En 7 ans ou 8 ans de pratique avec lui, j'ai découvert des exercices ou des séances, c'était d'une variété incroyable. Ok. Et puis je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine toute ma carrière, point. Donc j'étais fraîche. Comment un athlète peut savoir quand il faut changer d'entraîneur? Parce que parfois, quand on commence avec un entraîneur, il faut du temps pour s'adapter à une nouvelle méthode. Comment on peut savoir que non, là, ça fonctionne pas, il faut changer, on est en train de perdre son temps? Alors ça, c'est une excellente question et c'est une problématique qui est la même pour quelqu'un qui dans sa vie, est-ce qu'il est au bon endroit? Est-ce que je suis bien avec tel bonhomme ou avec tel métier? Donc c'est juste s'interroger et aller regarder dedans si ce qu'on ressent, ce qui va pas. C'est pas qu'une histoire de performance, c'est pas parce que j'ai des résultats que je dois rester avec cet entraîneur ou c'est pas parce qu'il y a des résultats qui arrivent tout de suite. C'est déjà quelle est la relation? Est-ce que l'entraînement me convient? Est-ce que j'y vais avec envie? Est-ce que je repars contente de moi? Etc., etc. Donc, c'est un vrai travail d'introspection personnelle. Il y a que comme ça qu'on peut savoir si l'entraîneur nous convient. Ce n'est pas qu'une histoire de résultats, loin de là. Et la relation entraîneur-entraîné, elle est aussi unique. Toi, tu étais dans un groupe d'entraînement. J'imagine que tu n'avais pas la même relation avec Jacques Piacenza que les autres. Il y avait une relation qui était particulière. Ah non, il faisait pas de grande différence entre... Okay. C'était pas une histoire de niveau. Et on pouvait se faire tartiner de la même façon que le débutant qui vient faire la séance du dimanche matin. Non, il n'y avait pas de relation particulière. Il a été très formateur et accompagnant quand je suis arrivée dans le groupe parce que je quittais mon sud, je quittais ma maison, je quittais mes amis, ma famille et je me retrouvais à Créteil on a beau avoir Créteil Soleil, c'était pas brillant au niveau du au niveau de l'astre. Donc c'était un peu l'adepte au début quand je suis arrivée et il a été présent mais sans être non plus omniprésent et puis ensuite après c'est au sein du groupe, alors un groupe d'entraînement, j'ai toujours trouvé ça génial s'entraîner avec des athlètes de tout niveau et puis se marrer à l'entraînement. Entraînement tête à tête toute une vie, j'ai jamais fait en fait.
Les autres avec qui tu t'entraînais, tu les voyais en dehors de l'entraînement? Oui, moi je voyais beaucoup Anne Picrot, c'était ma grande amie, c'est toujours ma grande amie. Je voyais Stéphane, je voyais Pilou, Stéphane Carestan, Philippe Touré, Dan Philibert. Je les voyais un peu. Anne, je la voyais beaucoup, mais les autres, je les voyais un peu. Et puis après, j'avais d'autres potes dans le milieu de l'athlé aussi, donc puis des potes dans le milieu des études, et puis ensuite du travail, puisque j'ai toujours travaillé en même temps que ma carrière, en fait. Donc j'avais 2 vies, ou 3, parce qu'il y avait la danse aussi. Ok. Il y avait les potes de la danse. Tu travaillais parce que tu en avais besoin financièrement ou c'était parce que aussi mentalement tu avais besoin de faire autre chose? Alors, je travaillais parce que c'était mon salaire. Là, j'obtenais mon salaire. Je gagnais à une époque bien plus que mon salaire avec le sport, avec les sponsors, avec les meetings, etc. Mais pour moi, mon métier, c'était dans la communication et ma pratique super sérieuse, c'était l'athlétisme. Et c'est resté ça. Il n'était pas question dans mon esprit que à l'issue, d'abord j'étais incapable de ne faire que ça et je n'avais pas besoin de faire que ça puisque je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine. Ouais. Donc voilà, j'arrivais aux entraînements en étant, je donnais 300% à chacun de mes entraînements. J'étais jamais, j'étais fatiguée après par contre, alors là, je donnais tout. Mais j'y allais avec envie, et puis j'allais bosser avec envie, puis j'apprenais des trucs par ailleurs. Et lorsque j'ai arrêté l'athlétisme, je me suis pas retrouvée avec 15 ans de retard au niveau professionnel sur les gens de mon âge. Ouais. Et arrêter était peut-être aussi moins difficile parce que tu savais déjà à quoi allait ressembler ta vie après. C'est pas rentré en compte. C'est pas rentré en compte. J'ai arrêté parce que je m'amusais plus. Point. Mais tu avais aussi l'avantage d'avoir déjà un salaire à côté et de pas te dire l'athlé c'est mon gagne-pain, j'ai que ça, si j'arrête l'athlé, ok, je prends plus de plaisir, mais c'est mon gagne-pain, j'ai rien d'autre. Je vais te répondre oui, mais j'ai jamais pensé comme ça. Ok. Donc voilà, j'ai décidé en 80 et en plus je suis un peu particulière en fonctionnement, c'est-à-dire que à l'intuition, au besoin justement dont on parlait tout à l'heure, au besoin intérieur. En 92, après les Jeux de Barcelone, où je suis vraiment, vraiment malheureuse parce que c'est les Jeux qu'il fallait pas que je rate au niveau performance, je décide que j'arrête tout, qu'il est temps de me poser, d'avoir un enfant, etc. Et puis, sur une discussion avec Dominique Bio, l'entraîneur de mes débuts, en été, en étant enceinte jusqu'aux yeux, en été 93, il me dit, je vais reprendre l'athlétisme. Je vais m'y remettre, et je me suis remis, je descends à Montpellier et je reprends avec toi. Et c'est sur un coup de tête. Et quand je suis descendue, j'étais enceinte et j'ai cherché du boulot à 7 mois de grossesse ou 8 mois de grossesse. Et j'ai démissionné de là où j'étais auparavant. Donc, je dis pas non plus que c'est recommandé. Mais c'était ma façon d'être, mon besoin de ce moment-là, et que j'ai réussi à convaincre le père de ma fille. Ça a été de de retourner au soleil, de reprendre pour m'amuser l'athlé, reprendre avec l'entraîneur de mes débuts. Je trouvais ça très drôle, quoi. Et sans perspective, machin. Et puis après, ça te reprend. Tu te dis, bon, tant qu'à faire, j'y suis, autant que je cours vite. Mais qu'est-ce qui avait disparu le moment où tu t'es dit, là, je prends plus de plaisir, j'arrête? 96, j'avais un tendon douloureux. Pour la première fois, je suis embêtée par quelque chose physiquement, mais ça s'appelle peut-être l'âge aussi. Et donc j'ai mal, je boite, je suis sur un pied. Et au jeu d'Atlanta, le constat c'est courir derrière les copines, ça m'amusait plus. Donc j'ai dit ok, c'est pas drôle, donc j'arrête. Ok. Quand Sirena a battu le record de France, t'as dit en interview que tu voyais que la discipline avait changé et que les courses étaient plus fluides qu'à ton époque. Que maintenant, ça semblait plus facile. Ah non, j'ai pas dit ça. Ou alors ça a été mal interprété, je sais pas. J'ai dit que, parce qu'il y a plusieurs personnes m'ont dit, oui, si tu avais les pointes actuelles, les pistes actuelles, etc., t'aurais fait je sais pas combien. Et j'ai répondu non, j'aurais mangé une haie, parce qu'aujourd'hui, les gabarits ont changé complètement, et la technique, et la totale. Une fille d'1m75 avec mon braquet, sur ces pistes-là et avec ces pointes-là, j'y vais en 3 appuis. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, aujourd'hui, on voyait déjà arriver les petits gabarits sprinteuses, Patricia Girard, Gail Divers. On voyait arriver ces petits gabarits très très rapides sur le plat et ça passe ou ça casse sur les... Donc, c'était pas des techniciennes. Aujourd'hui, ce que j'ai voulu dire et qui a peut-être mal été perçu, c'est que pour moi, Sirena, elle allie une vitesse sur le sprint pur. Je ne sais pas combien elle fait aux 100 mètres, mais à mon avis, ça doit déménager. Et elle allie la technique. Et il y en a pas beaucoup. Donc, pour moi, c'est ce que je voulais dire. C'est elle
qui est plus fluide. C'est pas, il y a eu des époques à l'allemande ou à la russe où c'était saccadé, etc. Mais ça, c'est des techniques un peu qu'elle avait d'ailleurs avec la jambe avant pliée. Mais aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est super maîtrisé par rapport à la vitesse de pointe qu'elle a. C'est waouh, c'est waouh. On comprend. Mais donc, à part elle, t'estimes que la discipline a beaucoup changé? Eh ben, c'est plus que des sprinteuses. C'est plus que des sprinteuses qui maintenant vont aller améliorer leur technique de haie un peu plus et encore plus et encore plus, puisque de toute façon, pour tomber les centièmes, il va falloir peaufiner le truc, quoi. Mais on n'a plus. Moi, quand je sais pas les noms. La petite avec les cheveux courts, celle qui a été championne du monde, avec les cheveux courts. Devin Charlton. Ouais, elle est pas grande non plus. Non. C'est plus le même. C'est passé entre les mains des sprinteuses qui n'ont pas peur d'aller affronter des obstacles. Encore faut-il y aller. Ouais. Et il y a un truc qui a changé aussi. J'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup plus de prépa mentale. Moi, j'ai les souvenirs que, alors ça doit dater du début des années 2000, quelque chose comme ça, que Christine Aron avait été une des premières à dire qu'elle faisait de la prépa mentale, à l'assumer. Et à l'époque, je me souviens que les gens disaient qu'est-ce qu'elle fait, limite qu'elle était dans une secte, quelque chose comme ça. Les gens comprenaient absolument pas. Maintenant, c'est devenu, c'est pas général, tout le monde en fait pas, mais il y a quand même beaucoup d'athlètes qui font de la prépa mentale, qui vont à un psy et qui en parlent ouvertement. Toi, à l'époque, tu travaillais le mental ou t'étais encore de l'école qui disait si on a besoin de travailler le mental, c'est qu'on est faible mentalement et donc tu voulais pas faire ça? Alors, j'étais de l'école stupide qui disait que si on n'avait pas de mental, eh ben, il fallait pas faire de la compète. Ça, c'était mon discours de l'époque. Enfin, mon discours, je le clamais pas partout. C'était ce que je pensais. Il y avait le début de la sophro, etc. Alors que, évidemment, aujourd'hui, heureusement, on change, hein, on vieillit. J'avais juste la chance de pas en avoir besoin. Ouais. J'avais pas besoin de préparation mentale. J'avais des techniques dont je m'inspire encore aujourd'hui pour accompagner des personnes. J'avais des techniques naturelles de préparation mentale. J'étais capable de faire le vide, j'étais capable de visualiser, j'étais capable de faire un 100 mètres et de chronométrer, de savoir à 2/10 près le temps que j'allais faire ce jour-là. Bref, j'avais beaucoup de chance. Voilà, je peux le dire au niveau du mental, j'avais énormément de chance. Donc, c'est pas que je me prenais pour quelqu'un d'autre, c'est que pour moi, avoir besoin de quelqu'un parce qu'on a du mal à gagner une compétition alors qu'on en a toutes les possibilités à l'entraînement, ma réflexion c'était, t'y arrives pas, si ça coince, c'est que t'es pas fait pour ça et fais autre chose. Je n'ai plus tout ce discours-là. Ouais. Tu dirais que c'était inné chez toi ou c'était lié peut-être aux entraîneurs que tu avais eus, aux gens avec qui tu avais parlé, aux livres que tu avais lus? C'est un peu un tout, mais il y a un vrai côté inné, notamment la respiration qui se déclenchait toute seule avant le départ en start. J'étais en hyperventilation. Ce n'était absolument pas provoqué et réfléchi. Je courais en apnée, ce n'était pas provoqué et réfléchi. Et je me montais, en fait, aujourd'hui, je suis énergéticienne, donc je sais ce qu'on peut faire avec la respiration. Je me montais en énergie avant une course d'une façon incroyable, sauf que je ne savais même pas pourquoi je faisais ça. Mes entraîneurs s'y sont habitués, puis ça donnait l'impression que j'avais peur, alors que j'hyperventilais à donf et que je me mettais dans un état énergétique que j'adorais, mais que j'étais incapable de décrire. Et tu considères que ça faisait aussi partie de ton talent, ça? Ouais. Outre le talent physique? Oui, c'était un plus. C'était vraiment un plus. Il y a ça, il y avait que j'étais capable de dormir et de récupérer à volonté. J'étais capable de dormir 20 minutes entre une demi-finale et une finale, sans être empêchée de dormir par l'adrénaline, quoi. Enfin, la peur, parce que l'adrénaline, j'adorais ça. Mais j'étais capable de me poser, de faire le vide, parce que je savais que si je dormais, je me régénérais très très vite et que c'était ma recharge. Donc je dormais à volonté, sous un arbre, sur un stade, avec des haut-parleurs qui appellent les gens. C'était facile et aujourd'hui, j'essaie d'apprendre à d'autres ou de transmettre des choses qui pour moi étaient innées. J'ai essayé d'y mettre des mots, un sens, donc j'ai cherché pourquoi je faisais ça. Mais oui, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on ne me l'a pas amené. Et t'avais des adversaires pour qui tu te disais, bon là peut-être que physiquement elle est plus rapide, mais par contre mentalement, le jour J quand il faut répondre présent, je suis meilleure? Alors, disons que ça c'est en course que ça se passait comme ça. J'étais une mauvaise partante et à partir de la 5e haie, j'étais en accélération très forte.
C'était pas volontaire, hein, j'aurais bien aimé partir mieux, mais le temps de déplier le machin, c'était pas, c'était pas ça, quoi. C'était pas mon point fort, le départ. Mais par contre, je savais que les copines, elles savaient aussi que mon point fort, c'était la technique. Et ça, c'est des moments de grande éclate. Avec des filles que tu vas chercher, où tu sais qu'elles voient d'abord un pied dans leur champ de vision, puis après elles voient un pied, un mollet, ensuite elles voient un genou. Elles savent que c'est moi. J'avais aussi ce sentiment sur des courses aussi courtes que 12 secondes 5 ou 13 secondes. Le moment où tu prends l'ascendant psychologique sur l'autre, je le sentais. Et j'adorais ça. Juste à t'écouter, j'imagine le truc, donc je peux comprendre. C'est ça que tu préférais dans une course? Ouais. Et c'est quand tu disais avec l'âge, quand t'as moins réussi à vivre ça, que t'as eu envie d'arrêter? Pour être tout à fait honnête et réaliste, quand j'ai repris après la naissance de ma fille, donc elle naît en septembre 93, et l'été d'après, je suis déjà en 94, c'est quoi? C'est Göteborg, je sais pas quel championnat d'Europe ou... En tout cas, je sais que l'été d'après, je suis déjà en grand championnat. C'est même pas quelque chose que j'avais imaginé. En fait, moi, quand j'ai décidé que je reprenais l'athlé alors que je m'étais dit j'arrête en 92, c'était vraiment pour reprendre avec Domi et pour m'amuser. Et donc, quand tu t'amuses et puis que ça marche, 94, 95, ça marche, 96, j'ai encore une médaille en salle au championnat d'Europe. Et donc, ça m'amusait. Par contre, avoir mal, pas pouvoir courir à ma capacité, me masser avant, après, pendant, refuser les infiltrations parce qu'il était hors de question qu'on m'infiltre le tendon. Je disais, ma douleur, elle dit quelque chose. Si on me la tait, c'est mon tendon qui lâchera. Donc, c'est ça que j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai dit tout à l'heure, courir derrière les copines, je résume toujours comme ça. Mais courir en boitillant, j'ai pas aimé du tout. Et ça ne m'était pas arrivé. J'ai eu un claquage, une déchirure en cadette ou en junior, quoi. Point. Et ça aussi, c'est la chance de l'inné, la génétique, où tu faisais beaucoup de prévention, de soins, tout ça? Ah non, je faisais pas du tout de soins. Je pense que ce n'est ni la génétique, ni les soins. Je pourrais dire que quand on s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, on n'est pas forcément fragilisé. Peut-être. Ouais. Mais avec des peut-être. Avec peut-être une partie de génétique, une partie de coup de bol. Enfin, il y a plein de facteurs, dans tout ça. Ouais. Ouais. De quoi t'es la plus fière quand tu repenses à ta carrière? De quoi je suis la plus fière? Oh, c'est le titre de championne d'Europe, C'est de... Je réfléchis parce que je voudrais pas dire de bêtises. Il y a 3 Jeux Olympiques quand même, mais ça c'est mes plus grandes joies complètes, pleines. Enfin c'est magnifique les Jeux. Non, c'est mon titre de championne d'Europe puisqu'il faut être passé par là, d'être la favorite et de le faire. C'est vraiment très inconfortable. Et ce côté, je l'ai fait, ouais, c'est cool parce que c'est ce que tu souhaites plus que tout, mais c'est ce que d'autres projettent bien plus que toi et tu voudrais pas. T'as envie de leur dire, non mais c'est moi, c'est mon histoire, moi, ne vous mêlez pas de ça. Donc oui, c'est mon titre de championne d'Europe. Mon plus grand souvenir, c'est un moment très très fort. Mais j'en parlais avec Devin Charlton à Glasgow quand je l'ai vue en zone mixte parce qu'elle venait de battre le record du monde. À l'époque, elle l'avait battu, il a été égalé, puis finalement elle l'a rebattu après, donc maintenant elle est la seule à l'avoir. Mais elle me disait qu'elle préférait l'époque où elle était l'outsider, où à la limite elle pouvait que surprendre en bien. Alors que maintenant, si elle gagne pas, c'est considéré comme une contre-perf, alors qu'avant personne n'aurait même remarqué. Toi, c'est pareil, tu préférais être l'outsider? Alors, le problème n'est pas de préférer ou pas. En plus, au moment des championnats d'Europe, je sais même pas si j'étais favorite parce qu'il y avait dû y avoir une Russe qui avait dû faire un truc chez elle à un autre temps. Puis il y avait surtout, comment elle s'appelait, Naroshilenko, qui ressortait de nulle part et qui avait pas vraiment couru. Donc, moi, je savais. Je disais, ouais, ok, sur le papier, j'ai fait 3 meetings et je suis peut-être dans les favorites. Et puis surtout, tu sais que c'est pas gagné, de toute façon. Donc, je suis pas arrivée pétrifiée. Sinon, si j'étais arrivée pétrifiée, j'aurais fait 13 secondes et j'aurais été sortie en demi-finale. Mais, à l'époque, j'ai beaucoup évité les journalistes. À l'époque, il n'y avait pas encore de conférences de presse comme on les fait maintenant, etc., etc. J'avais un pauvre répondeur téléphonique, c'était pas un portable qu'on écoutait pour voir le soir s'il clignote, est-ce que j'ai des messages, et je répondais pas aux messages. Donc, j'étais pas très appréciée, mais répéter à la terre entière, pardon, c'est un peu exagéré, aux journalistes qui m'appelaient et qui avaient envie de m'entendre dire je vais gagner alors que je ne voulais pas dire je vais gagner. C'est je veux, mais j'ai pas envie de te le dire à toi, c'est à moi que je le dis.
C'était compliqué. Je n'imagine même pas comment c'est aujourd'hui à l'heure des réseaux, à l'heure des conférences de presse organisées, à l'heure de tout ça. Tu parlais de préparation mentale, mais moi je parle de charge mentale et de santé mentale de l'athlète. Là, j'observe et je fais ma vieille boumeuse, mais je me dis, waouh, c'était bien sans les réseaux sociaux quand j'étais petite, moi. Ouais. À ce niveau-là, hein, je veux dire. Ouais. Comment t'aurais vécu d'avoir des jeux à domicile? C'est merveilleux. Alors, il y a cette pression, mais justement, tout à l'heure, je parlais d'adrénaline sans parler de l'hormone négative, hein. Cette peur mêlée d'envie, c'était décuplé. Les quelques fois, j'ai couru une fois ou deux à Bercy, c'était génial. Enfin, c'est galvanisant. C'est une super belle énergie. J'ai vu les championnats du monde, j'y suis allée en 2003. C'était sublime. Donc, c'est un super truc. Et le tout, c'est de le prendre, justement. C'est ce que je souhaite à tous ces petits Français qui vont se lancer dans quelques semaines. C'est de se laisser porter, de pas se laisser prendre. C'est pas de la pression, c'est du bonheur. Il y a des gens qui te poussent, là. Mais il faut réussir à le voir comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, comme tu avais 10 et sur le 100 et, j'ai 10 questions un peu... c'est un petit jeu. C'est les questions « Est-ce qu'un jour ?» Tu vas voir un peu. Est-ce qu'un jour, ton chrono t'a surprise? Les 12,56 du meeting de Villeneuve-d'Ascq, oui, le record de France, oui. Trop tôt. Ok, mais en termes de sensations pendant la course, tu sentais que ça allait vite? Oui, je savais que j'allais vite, et on le sait, hein, quand on va vite ou quand on va pas vite. Moi, je savais quand je perdais d'un centième comme quand je gagnais d'un centième, je le savais, je le sentais. Mais ça a été une surprise parce que c'était un peu tôt dans la saison. Ok. Ouais. Est-ce qu'un jour, tu as eu l'impression d'avoir déjà vécu un moment quand tu l'as vécu, tellement tu l'avais visualisé avant? Alors, tellement je l'avais visualisé, non. Après, ça m'arrive tout le temps, ça, d'avoir l'impression d'avoir vécu un moment... Mais pas à cause de la visualisation. Et par exemple, quand tu as été championne d'Europe, t'avais pas tellement visualisé le truc qu'en le vivant, tu avais l'impression de l'avoir déjà vécu? Non. La visualisation telle que je la faisais à l'époque, c'était de faire en sorte que... Enfin, je voyais toutes les haies, je voyais la course, je voyais un tapis roulant qui roulait dans l'autre sens, que les haies m'arrivaient trop vite. À l'époque, je sais pas maintenant si je pense que les caméramans ils sont plus hauts maintenant, mais avant il y en avait un devant dans le couloir qui nous filmait de très près pour la présentation. Je ne le voyais pas, je voyais à travers lui, hein, je voyais les haies. Hein. La visualisation, c'était tout ce que j'avais à faire en course. Mais je ne me voyais pas franchir l'arrivée victorieuse puisque j'étais toute seule dans mon 100 mètres. Oui. Ok, d'accord. Est-ce qu'un jour, tu as fait une contre-perf qui a failli te faire abandonner? Contre-perf qui a failli me faire abandonner. Alors, en gros, à part les Jeux Olympiques, bien sûr, donc 1992, et d'ailleurs, derrière, c'est pas abandonné. Enfin, j'avais aussi envie d'avoir un enfant, donc ça a été le choix. Mais c'est vrai que quand on fait en 88 une finale à 21 ans, au jeu et que en 90 on est championne d'Europe, ben on peut aspirer à quelque chose en 92 sur le papier encore une fois, mais c'est sans compter un accident de voiture de mon fait, hein, folle furieuse à faire la course en rentrant d'entraînement avec Dan Philibert et Philippe Touré, un gros carton voiture, une sciatique, je m'en sors très très bien parce que j'ai vraiment explosé ma voiture. Et j'ai une sciatique récalcitrante, machin, et je fais les jeux. Il y a eu une époque, un mois avant, je disais à Pia, je laisse tomber. Le lendemain matin, je l'ai appelé en disant, vous avez pas annulé vous avez pas appelé la Fédé? Et donc, quand t'arrives au jeu amoindri, t'espères encore qu'il va se passer un miracle. Alors là, il y a la petite voix qui vient te chercher et qui dit, non mais 4 miracles, hein, série, quart de finale, demi-finale, finale. Monique, excuse-moi, ça va pas le faire. Et donc, quand tu sors en série des Jeux Olympiques, que t'es battu par la représentante camerounaise, je crois, c'est pas péjoratif, mais qui court en presque 14 secondes, et que t'arrives et que tu te regardes sur le grand écran et que tu veux appuyer sur retour en arrière et que tu trouves pas le bouton, ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est la fin du monde, mais de ce monde-là. Heureusement, il y en a plein d'autres. Est-ce qu'un jour t'as eu peur d'affronter certains de tes adversaires? Peur d'affronter certaines de mes adversaires. Non, c'est à mes débuts. C'est la première fois que j'ai en junior. Donc, quand je suis championne d'Europe junior, je suis invitée pour la première fois au meeting de Zurich. En course B, faut pas non plus délirer. Et à l'époque, Don Kovac était la recordwoman du monde.
C'était un sacré truc et impressionnante physiquement aussi. Et à l'échauffement, mais quand j'ai voulu mettre mon start, je lève la tête, elle était plantée devant moi en me faisant non, non, non. Eh, tu sais pas si tu vas là, Ouais. please. Et voilà, à part ça, c'est anecdotique. Non, avoir peur d'une adversaire, non. Et est-ce qu'un jour t'as fait de l'intox face à des adversaires? Jamais. Non. En chambre d'appel ou ailleurs, jamais. Alors vraiment, en plus pour faire de l'intox, moi, je faisais pas de faux départ. Je partais. J'ai jamais fait de l'intox, mais qu'est-ce qu'elles m'ont aidé quand elles faisaient des faux départs, parce qu'on était à l'époque où on pouvait en faire. Enfin, on était sortis au bout de 2. Donc c'était très très pénible. Il y avait tout le temps des faux départs. Il y en avait 2, 3 par course. Alors ça aussi, dans ma concentration et dans la façon dont j'étais connectée à ce que je faisais. Je ne sortais pas, je ne bougeais pas de mon start quand il y avait un faux départ. C'était incontrôlable. Ça faisait flipper tout le monde. Ils disaient le jour où ça part et où on rappelle pas, elle y reste. Même moi, ça me faisait flipper. Hein. Par contre, ce que je savais, c'est que d'abord, je le voyais et c'était plus fort que moi. Il était hors de question que je dépense une once, un millimètre d'énergie. C'est pas des millimètres, l'énergie, c'est des watts. Je mettais rien. Tout le monde partait, je me relevais et dedans, mais je jubilais. Moi, j'ai pas dépensé quoi que ce soit. Et le deuxième, il est pour moi. Alors, j'ai toujours cru que j'allais faire un super départ. Hein. Je l'ai jamais fait. Hein. Mais, mais je me disais, cette fois, c'est pour toi. Mais vraiment, ce sentiment de j'ai rien lâché, j'ai rien donné. Et je me sentais tellement puissante à ce moment-là. J'adorais les faux départs des autres. Est-ce qu'un jour t'as eu l'impression de perdre face à quelqu'un de moins fort que toi? Ouais. Souvent, ou t'as un exemple particulier en tête? J'ai eu l'impression de ne pas lutter à armes égales. Ah oui. On va dire comme ça. Oui. Donc c'est comme ça que je le traduis. Parce que après, faire une sale course et être battu par quelqu'un de moins fort que soi sur le papier, ben non. À l'arrivée, il est plus fort que toi. Ouais. Donc, y a rien à regretter. Par contre, avoir le sentiment qu'il faudrait qu'il y en ait une qui tombe, qu'il y ait trop de vent dans le dos et qu'il y en ait la troisième se claque, ça, c'est mon sentiment en 91 en finale des championnats du monde, oui. Parce que il y avait rien à faire et que, il y en avait une qui avait une ordonnance. Sinon, elle pouvait pas courir et les 2 autres, elles ont été chopées dans les 6 mois qui suivent. Donc, au départ de ta course, t'as vraiment envie d'aller ailleurs. Ouais. Et j'en parlais avec Maryse, qui disait que pour elle, il fallait réussir à faire abstraction de ça pour pas être aigri, parce que sinon, quand t'es aigri, c'est pas une façon d'avancer dans la vie, quoi. Bien sûr, mais pas être aigri, ok. Mais il y a une réalité, c'est-à-dire que tu te retrouves au départ, enfin l'année d'avant, les filles, elles sont à ton niveau parce que il y avait quand même les brigades volantes de contrôle antidopage qui ont agi entre 88 et 90. Et puis qui sont arrêtées parce qu'il y avait plus de subventions. Alors je mets pas tous les athlètes dans le même sac, mais par contre moi des athlètes à armes égales, je pouvais aller au combat. Et puis quand l'année d'après tu les vois revenir en mode j'ai repris de la caisse, j'ai repris machin, etc. et je suis un métronome comme ça, toi tu fais ce que tu peux, mais te motiver, être au départ d'une finale 200 mètres haies où c'est certain, sauf chute générale des 3 premières, arriver à te dire si, tu vas faire un truc, Monique. C'est un peu compliqué. Après, aigri, non, c'est pas dans mon ADN. C'était juste très désagréable, là aussi, de répondre à des journalistes entre 2 courses et de surtout pas dire justement, mais les gars, je peux rien faire là. Ouais. Tu peux pas le dire. Et il n'était pas question que je le dise. Ouais. Parce que j'essayais quand même de me convaincre que je pouvais faire quelque chose. C'est des moments très inconfortables, mais voilà. Question un peu plus légère, est-ce qu'un jour t'as vécu un truc hyper gênant en compète? Alors, un truc hyper gênant en compétition, oui, mon premier contrôle antidopage. Ah, ouais. Ouais, le premier contrôle antidopage, j'avais encore jamais uriné devant une étrangère, qui plus est à l'époque une Allemande de l'Est infirmière avec la toque tout en blanc et tout, assise en face de moi dans un petit toilette couloir et qui me faisait donc ouais, c'était inconfortable. T'avais quel âge? C'est au championnat d'Europe junior, donc j'avais 18 ans. Et quelqu'un t'avait expliqué avant ce qui allait t'arriver? Oui, on me l'a dit peu de temps avant, mais je pensais que ça allait aller. T'es dans l'euphorie, t'as gagné ton truc, tu prends ton gobelet, tu bois de l'eau, etc. Et puis tu restes 2h30 sur le machin, en tête à tête avec cette dame, quoi.
Après, avec le temps, t'apprends à faire ça plus vite ou à boire des bières pour que ça descende plus vite. Est-ce qu'un jour t'as pris un risque en courant blessé? Oui. Avec mon tendon récalcitrant. Et auparavant, il y avait une année aussi où je me suis fait un lumbago 2 jours ou 3 jours avant les championnats de France. C'est les championnats du monde où je suis pas allée, donc 2000 Rome. C'est pas 2000 du tout, c'est 1980. Rome, 80. Je pense que c'est 87, Rome. Oui, c'est ça, 87. C'est l'année où c'est l'année où j'arrive à Paris. Enfin, c'est après un an à Paris, voilà. Donc, je me suis fait un lumbago terrible, un truc où le matin, j'ai voulu sortir du lit et il a fallu que je roule et je pouvais pas enfin, c'était l'enfer. Donc, j'ai couru en ayant été massée à la crème chauffante. Parce que je pouvais pas courir et j'ai des vidéos absolument immondes de ce jour-là parce que je suis droite comme un i et je grimace. Enfin bon, ces petits moments où on dit on joue le tout pour le tout. Et ben j'ai joué le tout pour regarder le championnat du monde à la télé. Ouais. Il reste 2 questions. Est-ce qu'un jour t'as poursuivi un rêve qui n'était pas le tien? Un rêve qui n'était pas le mien. Ouais, je pense qu'au niveau de... Enfin, est-ce que c'est moi qui l'ai poursuivi? Ben non, c'est pas moi qui faisais de la musique. Non, alors non. Pardon. Tant mieux. Et la dernière question, mais j'ai déjà ma réponse. Est-ce qu'un jour t'as pris la grosse tête? Je te donne peut-être l'impression que non, mais ce serait d'autres personnes qui pourraient le dire. Mais a priori, non. En plus, en même temps, j'ai vraiment une très grosse tête, donc j'allais pas en rajouter. Si tu pouvais remonter le temps et revivre ta carrière, est-ce que tu referais tout de la même façon ou est-ce que tu changerais tes choses? Non, je vois pas ce que je changerais. Je mangerais mieux peut-être. Mais j'ai du mal à m'imaginer autrement que ce que je suis et été, donc non. C'est bien. Je trouve que finalement, c'est la réponse la plus souhaitable. Parce que si on se dit, si je pouvais, je ferais ça différemment, on est plein de regrets. Donc finalement, c'est bien que tu me répondes ça. Ouais, mais des regrets. Je vais pas te dire, j'aurais pas eu mon accident de voiture, j'aurais pas roulé à 190 km/h sur la voie rapide, mais c'est fait. Donc, j'arrive pas à faire ça. Ouais. Moi, je sais regarder maintenant et éventuellement devant, se servir de derrière, mais modifier quelque chose derrière, je sais pas faire. Ouais. Alors, je vais te donner 4 mots et j'aimerais que tu me dises ce que ça t'inspire dans le contexte du sport de haut niveau. Le premier mot, c'est entourage. Dans le contexte du sport de haut niveau, comme dans le reste de la vie, bienveillant, formateur, accompagnant et drôle. Confiance. Qu'est-ce que ça t'inspire, le mot confiance? Envie. Je répondrai envie à la place de confiance. Le mot confiance, après, il y a 2 façons de l'interpréter. Ça peut être la confiance en soi, c'est aussi la confiance en l'entraîneur, dans les gens autour de nous. Je sais pas comment toi tu l'as interprété quand tu l'as entendu, le mot. Je l'ai entendu comme le manque de confiance ou la difficulté de garder confiance en tant qu'athlète. C'est pour ça que je t'ai répondu envie, parce que dans ce cas-là, on bascule. Ça peut éviter d'être en manque de confiance, de se rappeler quelle est notre envie. Mais au niveau de l'entourage, etc., la confiance, ça fait partie de l'entourage, en fait. C'est être accompagné, entouré au niveau sportif, humain, à la maison, etc., par des personnes qui nous veulent du bien, qui nous élèvent, qui nous questionnent, qui nous challengent, enfin bref, quoi. Tout sauf ceux qui nous tapent sur la tête et nous disent « t'es trop nul ». Ouais. Injustice. Mais ça va peut-être faire écho à ce dont tu parlais tout à l'heure par rapport à certains de tes adversaires. Ouais, alors dans le sport de haut niveau, alors je vais prendre l'athlé parce qu'il y a des sports où même il y a des injustices au niveau des notes ou des trucs comme ça. Donc je vais prendre un sport que je connais, l'athlé, oui. Un sentiment d'injustice, oui, je l'ai ressenti, mais avec en même temps une certaine résignation puisque c'était comme ça. Et puis, il fallait composer avec, quoi. Et le mot courage? Alors, ce mot courage, il est compliqué parce que souvent, on le dit à tout bout de champ. En cas de deuil, on dit courage. En cas de compète, on dit bon courage. Et... ouais, je vais paraître pénible avec mes histoires d'envie, mais j'aime pas trop le mot courage. J'aime le mot objectif, besoin, envie, chemin. Et tout ça, ça fait qu'au bout du compte, on a le courage de faire les choses. Mais c'est pas qu'un mot, courage.
c'est plein d'étapes, c'est pourquoi je fais ça, comment je le fais et jusqu'où je veux aller. Et à partir du moment où on sait fixer des objectifs, on essaie d'y aller et c'est juste vivre. Le courage, ça peut pas être un moteur de toute façon. On sent quand on t'écoute vraiment que tu avais besoin de prendre plaisir et d'aimer ce que tu faisais. Et si ça devient un truc pour lequel on a besoin de courage tous les jours pour aller à l'entraînement, c'est probablement que on n'est pas fait pour ça. Complètement. Ou que, comme on le disait tout au début, on n'est pas dans la bonne alchimie au niveau de l'entraîneur, etc. Puisque moi, je me suis retrouvée dans ce cas de figure sans vraiment, encore une fois, sans porter atteinte du tout aux techniques d'entraînement qu'avait Fernand Hurtubise. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Moi, ça ne m'a pas correspondu du tout et en l'espace de 2 ou 3 mois, j'allais au bagne. Et en fait, à un moment, j'ai dit, stop, je redescends dans le sud, je prends 15 jours de pause où je vais faire un 100 mètres, un saut en longueur, un je sais pas quoi, enfin, je vais faire complètement autre chose. Et je viendrai ensuite faire les championnats de France universitaires. Et il m'a dit, c'est une erreur. Et en fait, j'ai regagné, parce que j'étais à presque 14 secondes. J'avais fait 13,90 au meeting de, je sais pas quoi, Montgeron, je crois. Et j'ai refait un petit moins de 13, 15 jours après. Donc, il m'a dit, c'est le travail qui paie. Et j'ai dit non, c'est le repos qui a payé en ce qui me concerne. J'avais peut-être tort. Il y en a plein qui m'ont dit, tu aurais dû insister, etc. Mon corps, il allait entraînant les pieds à l'entraînement et ma tête aussi, enfin, traîner les pieds. Tout le monde traînait les pieds. Et ça, c'était pas admissible. Donc, j'ai réagi vraiment très vite, en fait. Ouais. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Ce que moi, j'aime le plus dans l'athlé, c'est que c'est un sport universel. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlé? Qu'est-ce que j'aime le plus dans l'athlé? Les triples sauteurs et les perchistes. Non, masculin. Non, Vous me l'avez jamais faite, celle-là. Suédois. Qu'est-ce que j'aime le plus dans l'athlé? Toi, c'est quoi, toi, que tu m'as dit? Que c'est un sport universel, que tout le monde peut faire de l'athlé. Ouais, bien sûr. Ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est... mais c'est quoi, bon sang? J'aime tout dans l'athlé. C'est que c'est un sport individuel, mais qui ne peut se jouer qu'à plusieurs. C'est l'esprit de l'athlé, en fait, j'aime. Particulièrement celui du décathlon, par exemple, hein, décathlon, heptathlon, bien sûr, et perchiste, hors considération esthétique. Mais, alors peut-être que c'est plus comme ça, mais qu'est-ce que je me suis amusée sur les stades, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que j'ai vu comme corps qui sont capables, enfin, des grands, des petits, des minces, des costauds. Il y a la place pour tout le monde dans toutes ces épreuves-là. C'est juste génial. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de l'échange? Oh, j'aimerais qu'ils retiennent que sport ou pas sport, à partir du moment où on sait pourquoi on fait les choses, a priori on kiffe, quoi. Ouais. C'est un peu court, hein, je sais. Mais... Non, ça va droit au but. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un sujet que tu penses qu'on aurait dû aborder? Moi, je serais allée un peu plus sur la santé mentale des athlètes aujourd'hui, parce que c'est un domaine qui m'intéresse, hein, mais... Mais vas-y, si tu veux. Oui, donc on parlait de préparation mentale. Alors, il y a l'entraînement, il y a des préparateurs physiques. Maintenant, aujourd'hui, il y a des équipes de kinés. Enfin, on n'était pas avec tout ce staff-là il y a 30 ans, hein, pas à ce point-là. Il n'y avait pas toute une team comme ça autour de nous. Enfin, en tout cas, pas autour de moi. Mais aujourd'hui, effectivement, on parle de plus en plus de préparation mentale, mais pour la compétition, pour être performant. Moi, il me semble que on oublie un facteur, c'est comment tu vas. J'ai vraiment le sentiment que aujourd'hui, en suivant un certain nombre d'athlètes, je suis sidérée par le rythme qu'ils ont de publication. Alors, peut-être que certains ont des community managers, mais tout le monde peut pas se les offrir. Donc, le rythme de publication sur Instagram, être à l'échauffement d'un truc avec son téléphone par terre. Déjà, au niveau du mental, je sais pas comment on fait, mais c'est peut-être une nouvelle source, un moyen de s'échapper. Mais quand même, il y a cet outil. Il y a les partenaires, les sponsors, etc., qu'il faut citer, qu'il faut montrer. Il y a des athlètes qui sont pas forcément les plus performants, mais qui sont les plus bankable, qui sont plus suivis que quelqu'un d'archi performant. Ils ont plus de sponsors parce qu'ils ont plus de followers. Enfin, il y a une espèce de truc qui est en train de s'ajouter à ce qu'il y avait déjà avant, à des formes de pression normales. Mais quand j'assiste à ça, je me dis waouh, 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 waouh. Presque, tu te sépares de ton chéri, tu vas pleurer devant ton truc et tu vas dire à la terre entière que si tu t'es planté à telle course, c'est parce que je crois qu'aujourd'hui, on parle de la santé mentale du sportif, mais souvent après carrière.
Camille Lacour en parle, Teddy Riner en a parlé, il est pas en fin de carrière, mais il parle d'avant. J'en ai vu passer quelques-uns parce que ça m'intéresse, mais j'ai évidemment oublié les noms. On en parle encore après coup. Parce que on vient à peine sur les 10 ou 20 dernières années de commencer à rendre normal d'avoir besoin d'une aide mentale pour faire du sport de haut niveau. Par contre, le sportif de haut niveau, il est balèze. Donc, s'il a un coup de mou, ça le fait pas, quoi. Et le coup de mou, il est pas que sur le stade. Ouais. Si dans sa vie, il y a un truc qui va pas, si dans son entourage, c'est pas le bon truc, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à l'entraîneur, si l'entourage de sport n'est pas le bon, il va pas s'épanouir. Et tu me parlais de Serena, j'ai pas du tout envie de rentrer dans sa vie privée, mais quoi que ce soit, mais il y a 1 an et demi, Serena, elle était très réservée, très fermée, voire presque pas triste, mais en tout cas très fermée. Aujourd'hui, elle rayonne et ça pète. Ouais. Ça laisse entendre que ça va bien. Ouais. Et c'est ça l'essentiel. Ouais. Il faut d'abord aller bien dans sa vie perso pour pouvoir aller bien sur le stade. Avant de parler performance sportive, juste voir comment ça se passe dans la vie de tous les jours. Comment tu vas, comment tu te lèves, comment tu te sens. Donc, je trouve super intéressant qu'il y a un renouveau, il y a une génération là de jeunes qui font des études poussées, que ce soit Margot, que ce soit Léna, que ce soit... Enfin, j'en vois qui font des études et je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça génial parce que d'abord c'est possible donc, et vraiment ils se créent leur vie aussi en dehors de l'athlétisme, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment 2 niveaux, quoi. Ils sont un peu extraterrestres, mais ils sont quand même, il me semble, de plus en plus nombreux ces derniers temps. J'ai oublié le nom du vice avec son chapeau. Yann Schrub. Voilà, pardon. Je suis une catastrophe avec les noms. Une vraie calamité. Lui aussi, un super exemple. Mais j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux et en même temps, ça reste quand même incroyable. Pour ceux qui s'entraînent 2 fois par jour, qui sont à la récupération, au massage, au machin, etc. Peut-être que parfois, je mets pour certains, en tout cas pour ceux-là, la récupération et la énergétisation, elle passe par je m'éclate ailleurs aussi. Mais sur le fait qu'on parle de santé mentale surtout après la carrière, c'est peut-être aussi que pendant la carrière, c'est difficile de dire quand on a un coup de mou parce qu'on se dit que vis-à-vis des adversaires, ils vont avoir un avantage psychologique s'ils savent les adversaires qu'on a un coup de mou dans la tête et que c'est plus facile d'en parler une fois que la carrière est terminée. Ouais, alors je sais pas si c'est par rapport aux adversaires et à ce qu'ils pourraient en penser, ce qu'ils pourraient utiliser, de dire qu'on a un coup de mou. Je sais pas si c'est par rapport aux adversaires que c'est difficile. Je crois que c'est difficile de par la position qu'on a. Le sportif de haut niveau, il est pris en exemple. Le sportif de haut niveau qui boit un verre en public ou qui fume une cigarette quand ça arrive, etc. On lui dit « tu fumes, tu bois », il doit être c'est un asset, le sportif de haut niveau. Donc, du coup, il doit pas non plus avoir des coups de mou. C'est un sportif de haut niveau. Pas de mou niveau. Donc, je crois que c'est plus de cet ordre-là. Et puis après, c'est de l'ordre de... un peu comme dans la vie aussi. Des gens qui ont des grandes responsabilités, qui sont suivis par des communautés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les adversaires, c'est les communautés dont on peut éventuellement se sentir responsable et donc je leur montre pas. Et c'est tout le problème des réseaux sociaux. Il y a quand même pas grand monde. Il y en a quelques-uns, je parle pas des sportifs, il y a des gens qui vont donner tous leurs états d'âme, mais quand on est... moi, j'ai travaillé avec un sportif de haut niveau en accompagnement perso. Il n'en a jamais parlé pour l'instant. Et je ne peux pas citer son nom parce que pour l'instant, il ne souhaite pas en parler parce que c'est, non, je dois pas le montrer. Je dois pas le dire. Et ouais, mais si tu le dis pas, il y en a d'autres qui oseront pas faire la démarche. Ouais. Non, c'est vrai. En tout cas, j'espère qu'avec le podcast aussi, ça fait partie des objectifs de donner la parole à des athlètes qui sont prêts à en parler pour que les gens qui écoutent se rendent compte qu'il n'y a rien de mal à avoir un coup de mou, à se faire aider, etc. Qu'on est humain et qu'on est humain. Moi, j'en ai jamais douté que j'étais humaine, mais c'est vrai que je fais pas de sport de haut niveau. Mais c'est aussi un des objectifs avec le podcast. Ouais, mais c'est super. Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'avec le sportif de haut niveau, on oublie toujours que de toute façon, il a un coach. Il a un coach qui lui dit ce qu'il a à faire, donc il est déjà aidé. Aidé pour son corps, mais s'il est aidé pour sa tête, là, ça va plus. Donc, un sportif de haut niveau, c'est un être humain, tu viens de le dire, avec un cerveau, un cœur, un corps, et il essaie de composer avec tout ça. Ouais.
Écoute, merci Monique d'avoir participé aujourd'hui. Merci à toi, en tout cas, c'est un plaisir. Merci Monique d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Laissez 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Et parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, je le répète, quel que soit leur montant, à partir de 1 €, contribuent aux prochains épisodes. Je vous mets le lien dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.